Je sais pas, peut-être qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient à ma conférence il y a 5 ans où j'avais présenté un peu l'état du changement climatique. En fait, les choses s'accélèrent depuis 5 ans, en sens qu'on est vraiment maintenant parti sur un système où il va falloir agir. Et si on n'agit pas maintenant, ça coûtera beaucoup plus cher, ça posera beaucoup plus de problèmes. Et qui dit agir, dit c'est vraiment une révolution dans sa façon de penser et de travailler au niveau local, au niveau régional, national et global. Et ce type de changement pose beaucoup de problèmes. On l'a vu avec l'excès de développer une taxe carbone et la révolte des bonnets rouges. S'il n'y a pas un vrai effort de tout le monde pour essayer de réfléchir aux problèmes et trouver des solutions, on risque des grosses crises. Donc, pour ça que mon travail, en tant qu'enseignant universitaire, c'est vraiment d'aider à pousser les gens à réfléchir, pas faire de déni, se dire, bon, quel est le problème, qu'est-ce que je vois comme solution. Donc ce soir, comme le climat, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose, on ne peut pas expliquer tout en une demi-heure, 3/4 d'heure de conférence. Donc la partie, je dirais, climatique en tant que telle, je vais y passer très très vite dessus, puis directement, je vais vous montrer très peu de choses. Si après, au moment de la discussion, vous voulez que je fasse des éclaircissements sur les problèmes qui vous semblent importants, n'hésitez pas. Je vais garder beaucoup de temps sur la discussion, que vraiment mon thème, c'est la première partie de la conférence sera le climat change. La deuxième partie, c'est il va changer encore plus dans les prochaines dizaines d'années. Mais vraiment après, je vous présenterai des éléments de discussion pour dire, bon, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que j'espère qu'on va avoir un débat intéressant avec la salle, parce qu'il y a des choix qui transcendent complètement les choix politiques. Je crois que là, l'intérêt de ce sujet-là, c'est que c'est un sujet où il n'y a pas de différence droite-gauche. C'est vraiment un sujet où on se pose le problème de qu'est-ce qu'on veut pour maintenant, pour plus tard. Donc, on va y aller. Bon, juste pour, quand même, je vais faire un tout petit peu de climatologie. Donc, je rappelle que on reçoit toute notre énergie du soleil, 1400 watts par mètre carré quand le soleil est au zénith. Ici, on est à plus haute latitude, c'est un peu moins de 1400 watts par mètre carré en moyenne. Et puis, la nuit, on ne reçoit rien, bien sûr. La lumière qui vient du soleil donc, est réfléchie sur la Terre. Une partie repart vers l'espace, c'est le pouvoir réflecteur de la Terre, et une partie sert à chauffer la Terre. C'est ce qu'on appelle la Terre réagit comme un corps noir. On peut très facilement calculer la température d'équilibre, et elle émet des rayonnements infrarouges, et une partie de ces rayonnements infrarouges sont renvoyés vers la Terre, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors cet effet de serre, en gros, il chauffe la Terre à peu près de 18 degrés. C'est-à-dire que la température moyenne de la Terre, à distance de la Terre du Soleil, la Lune est à peu près à la même distance, n'a pas d'atmosphère, en moyenne est à 18 degrés plus basse. Comme elle n'a pas du tout d'atmosphère, elle chauffe beaucoup face au soleil, elle refroidit très vite en dehors, la Terre est beaucoup plus tamponnée. Mais il faut vraiment réaliser que l'effet de serre, c'est une chose qui est complètement naturelle, qui est liée à la présence d'un certain nombre de gaz, la vapeur d'eau qui est en équilibre. Plus on chauffe l'océan, plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère, plus il y a de nuages. Donc la vapeur d'eau, c'est un peu compliqué parce que quand il fait plus chaud, à la fois, il y a plus d'effet de serre, mais en même temps, il y a plus de nuages. Donc la Terre réfléchit la lumière vers l'extérieur. Mais c'est un effet de serre positif. Et puis, il y a des gaz comme le gaz carbonique qui, lui, plus il y en a, plus ça fait d'effet de serre. Le méthane, plus il y en a, plus ça fait d'effet de serre. Donc maintenant, ça commence à être bien connu. La Terre se réchauffe. Elle se réchauffe en parallèle avec l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère qu'on a créé par toutes les activités du type industriel ou autres. On suit ces changements du gaz carbonique dans l'atmosphère d'abord par les bulles qui sont coincées dans la neige, dans la glace, et puis plus récemment, on mesure directement, et on voit cette augmentation de plus en plus rapide du gaz carbonique dans l'atmosphère. Sur les dernières périodes, cette augmentation se fait en parallèle avec une augmentation de la température sur Terre, qui n'est pas du tout une température linéaire, parce que les phénomènes climatiques sont complexes, et en particulier, on a constamment des échanges entre les moments où c'est l'atmosphère et la surface de l'océan qui chauffent plus, et là, il y a une tendance à la stratification de l'océan. La chaleur reste
dans l'atmosphère. Et ça correspond à des périodes où la Terre, l'atmosphère se réchauffe assez vite. Et puis, en fait, cette chaleur, petit à petit, surface de l'océan, est transportée par le Gulf Stream et autres à plus haute latitude. Et ça, il y a des mélanges qui se font et la chaleur, après, est réinsérée dans l'océan. Et donc, il y a des périodes comme ici, aux alentours de 1960, et puis là, on a la chance de vivre ce phénomène-là depuis une dizaine d'années, où on voit la chaleur de l'atmosphère maintenant se transférer en profondeur dans l'océan. Et l'océan profond, à 1000 mètres de profondeur, est en train de se réchauffer très vite. Donc, quand un climato-sceptique voit cette courbe-là, il dit « Ah, pape, c'est pas vrai, il n'y a pas d'effet de serre. En fait, je suis désolé, la température ne se refroidit pas, et 2, la chaleur, on la retrouve en profondeur dans l'océan. » Donc, il n'y a pas de discussion, la Terre se réchauffe. Simplement, elle se réchauffe en oscillant. De temps en temps, l'atmosphère reste et l'océan de surface, de temps en temps, la chaleur passe en profondeur. Et en particulier, quand l'océan se réchauffe, là, il se passe quelque chose de catastrophique parce que la quantité de chaleur dans l'océan accélère l'évaporation, et cette évaporation accélérée, ça crée ce qu'on appelle les super typhons. Donc, il y a l'exemple de Haiyan désolé, en Philippines. Vous avez tous vu ces images à la télévision avec les dégâts catastrophiques. Bon, ça, c'est associé aux zones où l'eau atteint 27, 28 degrés ou 29 degrés. On n'en est pas encore là. Mais par contre, déjà, notre climat est influencé par les queues de cyclones qui se passent sur la côte américaine à basse latitude. Tous les grands typhons qu'il y a eu en Floride et jusqu'à New York, les queues sont arrivées jusqu'en France avec des tempêtes qui étaient assez fortes. Des tempêtes fortes, vous en connaissez, puisqu'on a eu les dernières. C'est l'inondation de Quimperlé en juillet 2014. Alors, autre point aussi rapidement sur le climat, c'est que ce réchauffement, il n'est pas uniforme. En particulier dans les zones où l'océan est plus stratifié, la chaleur reste plus en surface. C'est l'endroit où l'océan se mélange plus, la chaleur passe plus en profondeur. Ça, on le voit très bien, suivant les zones océaniques. Donc, il y a des zones qui sont beaucoup plus rouges. C'est des zones qui ont en fait chauffé de plus de 1 degré depuis, en gros, 50 ans. Alors qu'il y a des zones qui sont en blanc, elles n'ont pas chauffé du tout, toute la chaleur a passé en profondeur, et des zones même qui sont refroidies, parce qu'en fait, elles ont accéléré leur mélange à cause des vents, c'est ce qu'on appelle les upwellings, c'est les remontées d'eau froide qui viennent en profondeur se réchauffer, mais elles sont plus froides qu'autour. Donc, comme les vents sont plus forts, il y a des zones où ça se refroidit. Donc, il ne faut pas croire que le climat est quelque chose d'homogène. Et un des problèmes avec le climat, avec les changements climatiques, c'est qu'en particulier, on l'a vu en 2014, d'ailleurs, je crois que c'est même en septembre cette année, on le voit, brusquement, il y a un coup de froid énorme qui est arrivé au centre des États-Unis. En même temps, on a un réchauffement totalement anormal, là, en septembre, octobre, et même encore maintenant, pour le 15 novembre, on excède de beaucoup les moyennes saisonnières. Donc, en fait, il y a un mouvement accéléré, c'est un moteur thermique. Le froid descend le long des côtes américaines et remonte du côté européen par un grand mélange au niveau moteur global. Donc, là aussi, changement climatique, c'est pas forcément que ça se réchauffe partout, mais c'est forcément qu'il y a plus de mélange entre les zones chaudes et les zones froides, donc plus de variabilité climatique. On peut très bien, d'ici 15 jours, avoir une descente de 20 degrés de la température. Si ces zones climatiques se décalent un petit peu et que les zones chaudes se décalent un peu vers la Sibérie, on peut avoir 20 degrés qui va changer parce qu'on va avoir l'air arctique qui va descendre. Bon, là, c'est simplement, je vous redonne les changements de température un peu plus en détail, mais c'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, pour vous signaler que, en fait, la 2014, là, on va retrouver un point complètement en haut de la courbe, parce que 2014, celle qui est partie, elle va être l'année la plus chaude qu'il y a jamais eu depuis les enregistrements qu'on a eus. Bon, alors, l'atmosphère se réchauffe, donc l'océan se réchauffe, donc il se dilate. Et l'augmentation de l'océan, c'est en moyenne 2,3 mm par an. Pour à peu près un tiers, c'est sa dilatation, un tiers, c'est la fonte des glaces polaires, et un tiers, c'est l'eau continentale, les glaciers continentaux qui fondent. Donc, et ces composantes font que l'augmentation monte, et on va voir tout à l'heure ce qui se passe pour le futur.
là, cette augmentation qui se mesure par les satellites, il se mesure aussi par les marégraphes. À Brest, quand on regarde le marégraphe de Brest, on augmente. En gros, il y a eu une augmentation de 10 cm en 50 ans, c'est-à-dire 2 mm par an. C'est côtier, il y a des mouvements verticaux du sol en Bretagne qui expliquent la petite différence par rapport à l'enregistrement global. Mais ça se mesure. Mais vous voyez que ça se mesure au milieu d'un bruit de fond qui sont simplement les marées. Donc, ça y est, on a fini le climat. Vous voyez qu'un cours qui me prend généralement 6 mois, on l'a fait en 10 minutes. D'accord? Donc, vous savez tout sur le climat en 10 minutes. Maintenant, on va passer au GIEC. Donc, qu'est-ce que c'est le GIEC? Le GIEC, c'est dès les années 1980, on commençait à avoir des images satellites, on commençait à avoir des mesures sur toute la Terre, on commençait à vraiment s'apercevoir du réchauffement. Oui, je vois des gens qui ont chaud, moi aussi, avec la foule, peut-être qu'il ferait ventiler un peu. Lumière aussi. On va manquer un petit peu d'oxygène comme ça. Il y a un peu trop de lumière aussi. On peut baisser un peu la lumière aussi, peut-être? Non. Ah non, parce qu'il y a le... Mais par contre, on peut peut-être faire un peu plus d'air, non? Parce que là, sinon, on va tous... il va y avoir de l'effet de serre dans la pièce. Donc le GIEC a été créé parce qu'il commençait à y avoir au niveau international une inquiétude sur bon, ben, c'est bien gentil ce réchauffement, mais où on va? Et les scientifiques ont eu comme responsabilité, donnée par les Nations Unies, de répondre. Les meilleurs scientifiques, 2000 scientifiques, on sélectionné chacun dans chacun des pays sur lesquels ils travaillaient sur le climat, de répondre ben, où on va et qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça la mission du GIEC, c'est où on va. Donc leur boulot, c'est tous les 4-5 ans, quand il y a eu suffisamment de publications qui sont sorties, c'est faire une analyse de toutes ces publications et de faire la synthèse des publications et d'en voir les conséquences. Alors depuis, il y a eu un certain nombre de rapports. Donc depuis, on en est là, qui vient de sortir, c'est le 5e. Moi, j'ai participé au 4e. Donc, les scientifiques, pour savoir où on va, d'une part, il faut regarder les données. Il faut prendre la totalité des données qui existent partout. Il faut multiplier les données. Et ça n'a pas été facile, parce qu'il faut aussi, pour savoir par exemple le réchauffement profond, il faut envoyer des sondes complètement au fond de l'océan. On a été prodigieusement aidé par le développement des satellites, autour des années 2000, qui mesurent de plus en plus de choses. Et on a besoin de faire de la physique pour savoir un peu comment ces données sont cohérentes, qu'est-ce qu'elles veulent dire et pourquoi elles changent. Donc on fait des modèles, et ces modèles, on découpe la Terre donc en petites boîtes comme ça. Vous voyez qu'en France, on a 4 boîtes pour la Bretagne, donc on n'est pas très précis au point de vue local, mais chaque boîte, elle définit en physique l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort, l'eau qui rentre, l'eau qui sort, et le gaz carbonique, les plantes, tout. Et on résout le système d'équations. Il faut des très très gros ordinateurs. L'océan est découpé aussi en boîtes verticales, de même que l'atmosphère. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les modèles de climatologie globale. La physique est exactement la même que les modèles météo qui sont utilisés. La seule différence, c'est que les modèles météo ne travaillent pas avec l'océan profond, ils prennent simplement les températures de surface, et donc très rapidement, ils deviennent instables parce qu'ils n'échangent pas l'énergie avec un réservoir suffisamment grand. En gros, la météo fait des prédictions à peu près correctes, maintenant presque à une semaine près. Pratiquement, on dit à quelques jours en avance. On commence de plus en plus maintenant, entre 4 jours et 6-8 jours, on commence à être de plus en plus précis. Quelquefois, les modèles disent bon, il va pleuvoir sur la Manche, il pleut un peu plus au sud, il pleut plus au nord, mais ils se trompent de moins en moins. En tout cas, quand je me rappelle par rapport à ma jeunesse. Et c'est les mêmes modèles qui servent. Donc, la seule différence, c'est que là, il y a aussi l'océan profond. C'est capable de réfléchir sur très long terme. Et aussi, les modèles météo, constamment, ils sont remis à jour avec les données. Alors que les modèles climatiques, mais ils ne sont pas remis à jour. On les laisse dériver. Donc, c'est très important d'en avoir des différents pour que la physique soit un peu différente, pour vérifier s'ils sont cohérents ou pas. Alors, une fois qu'on a fait le modèle climatique, il faut aussi, derrière, avoir une idée un peu de comment le système va évoluer. Parce que c'est évident, pour faire une prédiction à 10 ans ou à 20 ans, il faut savoir combien il y a de gaz carbonique dans l'atmosphère, quel sera l'albédo, le pouvoir effecteur de la Terre, donc comment seront les forêts, comment seront les champs. Il faut faire des tas d'hypothèses sur la façon dont le système variera. Alors c'est là la partie qui est complètement, je dirais, empirique. Il n'y a pas un modèle futur de l'économie qui marche, parce que sinon tout le monde ferait fortune à la bourse. C'est
quelqu'un a une hypothèse, quelqu'un d'autre a une autre hypothèse. Il y a des centaines d'hypothèses différentes. Et le but de ces modélisations, c'est de prendre en compte la totalité des hypothèses possibles et de voir les conséquences. Et rapidement, on s'est aperçu que finalement, la meilleure façon de travailler, c'est que plutôt, au départ, le GIEC donc, essayait ce qu'on appelait les scénarios stress, d'essayer de faire dire, bon, on va imaginer que la société devienne de plus en plus verte, et développent énormément les énergies renouvelables, ou au contraire qui font ce qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire exactement comme maintenant, simplement on continue des hypothèses comme ça. Maintenant, le GIEC travaille sur des choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'il dit, bon, quels que soient les modèles, il y a des modèles qui vont arriver à un tel niveau de gaz carbonique, d'autres qui vont arriver à tel niveau de gaz carbonique, et on va partir de ça. On va partir de modèles qui font les changements en fait, du bilan énergétique de la Terre, et c'est ce qu'on appelle les modèles RCP, donc on trouve maintenant dans toutes les figures qui viennent du GIEC. Alors, c'est pour vous donner une idée, en gaz carbonique, ici c'est la teneur actuelle, hein, c'est 400, maintenant on est à 400 ppm, partie par million dans l'atmosphère, et en fonction du temps, là, ici, c'est jusqu'à 2500. Le modèle de base, ce qu'on appelle RCP 2.6, c'est-à-dire que c'est celui où on admet que depuis la période pré-industrielle, la Terre a gagné 2,6 watts en bilan net. Vous voyez les chiffres, hein, 1400 watts face au Soleil. En gros, on reçoit sur la haute atmosphère à peu près 360 watts. Donc, c'est un peu moins de 1% d'augmentation. Ce 1% d'augmentation, c'est à peu près ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant. En fait, on n'est pas tout à fait à 2,6. On admet qu'on va arriver à ce modèle-là vers 2020 si on arrête totalement tout ce qui est du jour au lendemain, tout ce qui est les transports avec le gasoil, les centrales thermiques, dès qu'on fait du gaz carbonique, on le met sous cloche, etc. Donc vous voyez tout de suite que c'est un modèle qui est irréalisable. Ça sert un peu de référence idéale pour revenir à l'état initial proche de l'état pré-industriel. Après, il y a des modèles où on a un petit peu plus de chances de réagir parce qu'on a un petit peu plus de temps. Et puis, le modèle rouge, qui est l'autre référence de base, c'est ce qu'on appelle RCP 8.5, c'est 8,5 watts par mètre carré en plus de ce qu'on recevait en pré-industriel. Et ce modèle-là, c'est simplement, si on ne change rien, on continue comme maintenant. C'est-à-dire qu'on développe doucement les énergies renouvelables et on continue à utiliser plein de pétrole et de gaz de schiste et autres tant qu'il n'est pas cher. On ne se pose pas le problème après, quand il sera cher, tout le monde sera content. Les climatologues seront contents, les autres seront moins contents. Pour l'instant, on a largement assez de pétrole et de gaz et tout ce qu'on veut. On continue à le consommer comme si de rien n'était. Donc ça, c'est un peu la référence maximum. On continue comme maintenant. On consomme et doucement, on développe les énergies renouvelables. Et ce modèle, et on consomme comme ça tant qu'il reste, tant que le pétrole pas cher. En gros, on admet qu'il y a au moins 50 ans de pétrole pas cher devant nous et de gaz combustion pas cher devant nous. Donc, le temps après que ça se dissipe de l'atmosphère, c'est-à-dire que ça fait un effet jusqu'en 2200. Donc, c'est un peu nos références extrêmes. Et ces références extrêmes, si on les applique maintenant dans les modèles climatiques, on s'aperçoit de quelque chose. C'est que ici, c'est l'évolution que je vous ai montrée jusqu'à 2010. On va à 2050, 2100. C'est un peu les références GIEC. Donc le modèle, je dirais, absurdement bas, celui où on arrête tout du jour au lendemain. En gros, on arrive à encore 1 degré d'augmentation de température par rapport à l'actuel. C'est presque le double de ce qu'on a fait depuis le pré-industriel. On verra les effets. Il n'y a rien de catastrophique. Il y a des changements, il y a des migrations de plantes comme on observe, des migrations d'oiseaux, des choses comme ça, mais il n'y a rien de catastrophique. Par contre, on verra que le modèle donc RCP 8.5, lui qui continue comme ça, on arrive à des températures moyennes au niveau du globe autour de 5 degrés à la fin du siècle. Et je vous rappelle, c'est température moyenne. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que suivant les endroits, ça sera une augmentation de plus 10 degrés, d'autres endroits où il n'y aura pas de réchauffement. Mais on peut en gros, la Bretagne,
même si ça chauffe beaucoup, sera relativement favorisé parce qu'il y a l'océan autour et c'est beaucoup plus d'énergie. La Bretagne, en gros, on admet, se réchaufferait très nettement moins de 4 degrés, c'est plutôt 2 ou 3 degrés. Donc elle est très favorisée, elle fera des envieux dans ce cas-là et ça lui posera des tas de problèmes. Alors, juste pour vous montrer un peu à quoi on joue, il y a un décalage en gros de 1 degré. Le pré-industriel, c'est à peu près ici. Le 0 degré, c'est en fait la température moyenne depuis 1500 ans. On voit que l'augmentation de température, donc elle a commencé depuis un siècle, et avec le modèle de base, on arrive ici. Avec les modèles maximum, on arrive donc autour de 5-6 degrés. Hein. Et vous voyez tout de suite que les températures qu'on va atteindre n'ont rien à voir avec ce qui se passe là. En fait, si on est dans le domaine 5-6 degrés au-dessus de la température actuelle, on revient à une Terre à peu près d'il y a 5 millions d'années. C'est pas grave, il y a 5 millions d'années, on dirait. Il y avait les ancêtres de l'homme, il y avait la Terre, elle vivait, il y a des tas de choses qui se passaient. Simplement, c'est le moins qu'on puisse dire, ça nous laisse un siècle pour se réadapter à une Terre qui n'a pas existé depuis 5 millions d'années et où tout est changé. Hein, un siècle, c'est 3-4 générations. Bon, ça se trouve, on n'aura pas le choix, mais il faut se dire que c'est un gros effort à faire plus tard. Donc en gros, le choix se fait maintenant, c'est est-ce qu'on commence maintenant à réagir pour ne pas atteindre ces niveaux-là, ou est-ce qu'on attend et on aura beaucoup plus à faire, ça coûtera beaucoup plus cher. Alors là, c'était une figure qui est un peu difficile à comprendre. On va passer un tout petit peu de temps dessus. Déjà, l'échelle d'en haut, horizontale et d'en bas, c'est les mêmes. Simplement, celle-ci est en milliards de tonnes de carbone et celle d'en haut est en milliards de tonnes de gaz carbonique. Hein. Mais c'est les mêmes échelles. Verticalement, c'est les changements de température par rapport à la période, je dirais, pas tout à fait la période pré-industrielle, mais un peu le début quand même, du réchauffement fort, qui est 1850, 1860. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde comment la température du globe a augmenté en fonction du gaz carbonique qu'on a rajouté. Et on s'aperçoit qu'on a une trajectoire. En 1890, c'était par ici. 1950, on était ici. Et puis, on a accéléré énormément. 2000, on était ici. 2010, on était ici. Ça, c'est la façon dont on évolue sur la trajectoire température par rapport à gaz carbonique accumulé dans l'atmosphère. Et puis, on regarde comment ça se fait. C'est plus tard. Plus tard, avec les modèles, le bleu, c'est ce RCP 2.6 qui était beaucoup trop bas pour être réaliste, mais ça nous donne un peu une trajectoire de référence. On arriverait à 2100, un petit peu en dessous de ce 2 degrés. Les modèles un peu plus forts, on continue. On arrive à 2-3 degrés. Puis celui qui fait peur, on ne change rien, qui est le modèle rouge, où on arrive autour de 5 degrés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'enveloppe grise, c'est si on change de 1% sans s'occuper des trajectoires qu'on fait, simplement on augmente de 1% par an la quantité de gaz carbonique. Le modèle rouge, c'est l'ensemble des enveloppes de tous les modèles qui sont faits par le GIEC. Donc, tous les modèles par le GIEC disent qu'en gros, on va changer en moyenne, quel que soit le modèle qu'on fait, peut-être qu'on va s'arrêter là, mais on va dans une trajectoire où on change en gros, 2% par an la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Je vous rappelle que, par exemple, la Chine, actuellement, c'est 3% par an. Hein. Ça, c'est pour revenir simplement, parce que localement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au niveau de la mer. Si on fait la trajectoire niveau de la mer, on voit qu'avec le modèle minimum, on arrive à 40 cm en fin de siècle. Avec le modèle maximum, on arrive entre 60 cm et 1 mètre. Je vous rappelle que pour tous les plans de prévention actuels sur lesquels les villes balnéaires travaillent, elles admettent le chiffre de 0,6, c'est-à-dire la gamme haute du RCP minimum, mais qui est un peu la gamme moyenne de l'ensemble. Alors, ce chiffre de 1, il faut savoir que c'est un chiffre qui est un peu artificiel, parce que le niveau global des océans, en fait,
il y a d'une part donc, le réchauffement, donc ça c'est facile, hein, c'est les modèles qui montent directement. D'autre part, la fonte des glaces. Alors la fonte des glaces, on ne connaît rien encore de la fonte des glaces. On vient de s'apercevoir depuis 5 ans que l'Antarctique de l'Ouest fond beaucoup plus vite qu'on pensait, mais c'est très récent. C'est des satellites qui n'existaient pas avant, qui sont des satellites qui mesurent des très faibles différences de gravité et qui voient les différences de quantité d'eau. Et donc on s'aperçoit maintenant que l'Antarctique de l'Ouest est beaucoup plus instable. Il ne s'est pas entré dans ces modèles-là du tout, puisqu'on ne savait pas que c'était si instable que ça. Le Groenland, de même, fond beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. La seule référence qu'on a, c'est qu'il y a 120 000 ans, donc là, nos ancêtres vivaient pratiquement, il y a 120 000 ans, la Terre était à peu près 2 degrés plus chaude que maintenant. Elle était 2 degrés plus chaude simplement parce que sa position par rapport au Soleil, dans son orbite autour du Soleil avec les différentes planètes, était un tout petit peu plus près en été, ce qui fait que l'hémisphère nord était un petit peu plus près du Soleil en été, il recevait un petit peu plus de chaleur, donc la Terre était un petit peu plus chaude, 2 degrés de plus. L'océan était 5 mètres plus haut. Donc on sait qu'à l'équilibre, parce que ça c'est l'avantage des changements astronomiques, c'est que ça met du temps à se développer, hein, c'est des cycles qui font 20 000 ans, donc pendant 2-3 000 ans, la Terre était un peu plus chaude que maintenant, et du coup l'océan est monté à plus de 5 mètres. Donc on sait qu'à terme, et en fait les modèles montrent que c'est en gros 2500, quelque chose comme ça, on devrait arriver autour du plus 5 mètres. Il n'y a pas, c'est un peu ça. Donc après, à quelle vitesse ça va se passer? Plus 5 mètres, c'est quoi? C'est la moitié du Groenland et la moitié de l'Antarctique de l'Ouest qui fondent. Si on sait que dans le passé, il y a certains épisodes, le Groenland a fondu aux 3/4. Ça fera encore 1 ou 2 mètres de plus. Et l'Antarctique de l'Ouest aussi à d'autres moments, parce que l'astronomique, ça ne fait pas des forçages sur toute la Terre, ça fait un forçage hémisphère nord ou hémisphère sud. On sait qu'à d'autres moments, l'Antarctique de l'Ouest aussi, sans doute, a fondu aux 3/4. L'Antarctique de l'Ouest, pour le faire fondre, heureusement qu'il ne peut pas fondre, parce que lui, c'est 60 mètres de niveau de la mer qui monte. Et ça ne s'est pas passé depuis au moins 50 millions d'années. Donc là, on est à peu près tranquille. Les 60 mètres, on ne va pas le voir dans le futur proche. On n'a pas beaucoup de s'inquiéter. Heureusement, parce qu'il y avait la mer à Paris quand même à l'époque. Hein. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Mais par contre, que le Groenland ou l'Antarctique de l'Ouest fondent, c'est-à-dire que ça monte entre 5 et 10 mètres, est tout à fait vraisemblable. On pense que c'est arrivé il y a à peu près il y a 400 000 ans, parce que la Terre était... là avait encore un petit peu plus de soleil, d'énergie qui venait du soleil. Donc c'est quelque chose, monter de 10 mètres, c'est quelque chose dans les possibles, mais vraisemblablement, on ne pense pas trop. Alors, pourquoi j'ai évoqué le fait qu'on a des seuils comme ça et que le seuil de 2 degrés est un seuil un peu important? C'est un peu le seuil que les gens se fixent au niveau international en se disant on va tout faire pour augmenter pas plus de 2 degrés, mais par rapport, alors là il faut faire un peu attention aux références, le 2 degrés, hein, c'est soit par rapport à la période pré-industrielle, qui est l'échelle de droite, soit par rapport à la période actuelle, où là, comme on a déjà chauffé de 0,6 degrés, c'est évident que les deux échelles elles sont décalées de 0,6 degrés. Donc dans cette gamme d'incertitudes de quel degré on choisit, généralement c'est pas précisé, mais c'est pas grave, on sait que si on regarde un peu la réaction des systèmes, des différents systèmes, on a jaune, c'est je dirais 10-20% du système qui est détérioré, et quand ça arrive à violet, c'est que 90 ou 100% du système commence à être détérioré. Donc on voit par exemple tous les systèmes fragiles, bon, on reviendra un petit peu plus derrière dessus, vont être très affectés dès qu'on monte au-delà en gros de 2 ou 3 degrés. On risque des catastrophes climatiques donc dès 1 degré. Bon, en fait, on en a déjà eu, mais on en aura de plus en plus et qui continuent jusqu'au fur et à mesure du réchauffement. Impacts locaux, on en a déjà, mais ils vont augmenter. Impacts globaux aussi. Des basculements dangereux. Basculement, ça veut dire qu'on change d'un système économique, hein, humain ou naturel complètement. Et là aussi, on risque d'en avoir de plus en plus. Et on voit par rapport à toutes ces estimations que plus, en gros, tant qu'on est en dessous de 2 degrés, bon, on aura des systèmes qui seront un peu différents de l'actuel, mais avec un peu les mêmes références qu'actuellement.
alors que dès qu'on va monter au-dessus, ça sera de plus en plus grave. Donc c'est pour ça que vraiment, l'idée de l'échelle à 2 degrés est un peu l'objectif de base. L'ennui, c'est que c'est un objectif qui est inatteignable. Il est inatteignable, pourquoi? Je vous l'ai montré, c'est l'objectif du RCP minimum, le 2,6. Or, c'est en gros, c'est l'élan actuel. Rien que même si on arrête complètement les énergies carbonées, rien qu'avec l'élan actuel, on va y arriver à un moment donné ou à un autre. Ce ne sera peut-être pas 2050 ou 2100, mais on va y arriver. Donc en gros, à terme, donc, on sait qu'on va de toute façon atteindre 3 ou 4 degrés de réchauffement, même si on fait beaucoup d'efforts. L'idée, c'est surtout se battre pour commencer le plus tôt possible et pas arriver au RCP, du 8,6 qui correspond à « on fait rien ». Alors, avec la même échelle verticale, qui sont les mêmes ici, je vous ai mis le même diagramme que celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'augmentation de gaz carbonique, l'augmentation de température. Mais cette fois-ci, on va regarder par rapport à ces échelles-là. Actuellement, donc l'échelle observée actuelle, on est dans cette zone-là. On commence à voir des atteintes, mais tout juste. On sait que, en gros, d'ici 20, 30 ans, 40 ans, quel que soit le modèle, on verra ça, on va arriver dans ces zones-là et on risque, hélas, suivant les modèles qu'on va prendre, on va monter de plus en plus sur cette échelle-là. Alors, derrière ce problème-là, sur la même, il y a le problème, c'est qu'il n'y a pas que seulement les changements en température, il y a aussi en vitesse à laquelle on atteint ces températures. Quand vous plantez un chêne, en gros, il est là pour 30-40 ans. Si ces milieux de croissance durent, je dirais, ne changent pas pendant ces 20 ou 30 ou 40 ans, il va prendre sa forme, il va bien se développer. Si le climat change complètement dans 20 ans, le chêne, vous le plantez maintenant, il pousse, mais dans 20 ans, il sera mort. Et ça, d'ores et déjà, on sait que par exemple le hêtre, il y a toute une série de parties en France où le hêtre ne peut plus pousser, mais on sait que d'ici 20 ans, tel que le climat bouge, en gros du hêtre, on n'en aura vraiment que sur la bordure nord. Par contre, le chêne vert, il poussera ici très bien, et en gros jusqu'à la latitude de la Bretagne, il y aura des chênes verts partout. Donc d'ores et déjà, on sait que donc les plantes prennent de l'inertie. Si vous voulez planter les arbres chez vous, plantez plutôt des chênes verts, des chênes lièges que des hêtres. Donc, c'est le problème de sensibilité au rythme des changements. Alors, derrière sensibilité, par exemple, j'ai pris quelques exemples. Arbres et plantes inadaptés, on commence tout juste. On commence à voir des migrations de plantes naturelles, on commence à voir des migrations. Ici, on a la précessionnaire du pin, par exemple, qui monte de plus au nord. On a les oiseaux, on a des tas d'exemples. Si on prend avec des changements de 4% par an, c'est en degrés, 4 degrés, 0,0. 4 centièmes de degré par an, à peu près, c'est la moitié de l'échelle, tels que sont les modèles. 0,03 degrés, correspond au changement maximum là qu'on a vu. C'est la même échelle verticale tout à l'heure qui était en degrés absolus. Là, simplement, c'est divisé par la durée avec laquelle s'établit le changement de température. On voit que les rongeurs, les primates et les mollusques, c'est comme tous les coquillages qu'on mange, seront, à partir du milieu de l'échelle, commenceront à être inadaptés. Les huîtres en Bretagne Sud, en gros, il ne faut pas se faire d'illusions, dans 30 ans, 40 ans, elles auront beaucoup de mal à pousser. Ce ne sera plus les mêmes variétés, il faut prendre des variétés qui poussent dans les eaux chaudes. Si on monte en haut de l'échelle, c'est la plupart des carnivores et tous les ongulés, les vaches, il faut remplacer ça par des gnous, des buffles ou des choses comme ça, mais nos vaches bretonnes, elles sont totalement inaptes à vivre et pas que les bretonnes, les Hollandes ou n'importe quelle vache. Il ne faut pas y compter chez nous. Donc, l'objectif, toute la bagarre qui est en train d'essayer d'être montée, qui sera l'objectif de conférence qui aura lieu à Paris, donc en fin 2015. Pour préparer cette réunion, c'est l'objectif de ce qu'a fait l'accord que vient de faire Obama et la Chine, de ce que vient de faire l'Europe, c'est essayer autant que possible de se rapprocher, de dépasser le moins possible de cet objectif de 2 degrés depuis 1861. Donc c'est vraiment l'objectif ambitieux qu'on sait qu'on n'atteindra pas, mais plus on s'en rapprochera, mieux ça sera.
Alors rien que pour signaler, hein, donc la référence c'est 2 degrés depuis 1861, ça correspond à 800 milliards de tonnes de carbone. En 2011, on était déjà à 530. Donc c'est pour vous montrer qu'on va y arriver et on augmente de 3% par an. Donc là, on va commencer à arriver à la fin de ma présentation formelle. Je vais vous donner maintenant un peu des éléments pour aller plus loin. Donc, communiqué de presse du GIEC là, du 13 avril 2014. Pour limiter l'augmentation à température moyenne mondiale à 2 degrés, il faut réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 40 à 70% par rapport à 2010, avant 2050. C'est vraiment l'objectif strict minimum sur lequel qu'il faut essayer de faire. Sans changement, la consommation va croître de 1,7 à 3%. Actuellement, je vous dis, elle est 3%. Et avec les mesures ambitieuses d'atténuation, on pourrait peut-être descendre à 0,06% par an. Alors maintenant, l'idée, c'est, où est-ce qu'on le fait, ce carbone? Alors les gens pensent tout de suite, on a parlé tout à l'heure des transports. Mais les transports, en fait, ici, c'est les 100 pays, la moyenne des 100 pays au monde qui ont le Global Product les plus élevés. Et ici, c'est les 20 pays au monde qui sont les plus élevés. Donc, je dirais que nous, on appartient à ce système-là. Ici, ça englobe un certain nombre des pays en développement. Chez nous, le transport, c'est en gros 10%. On regardera la France après. Les bâtiments, 5%, 5-7%. Tout ce l'isolement des bâtiments et ces choses-là. L'agriculture, 22%. Donc l'agriculture devrait, je dirais, être un puits de gaz carbonique, parce que les plantes qui poussent, elles devraient en fait piéger du gaz carbonique de l'atmosphère. Mais en fait, avec toute leur industrialisation, avec tout ce qui est traitement derrière et autres, en fait, les engrais qu'on recycle trop vite, etc., en fait, elle émet beaucoup de gaz carbonique et de méthane, beaucoup de gaz à effet de serre. Le méthane en particulier, vous savez qu'il y a un effort de plus en plus pour essayer de le recycler localement plutôt que de l'envoyer vers l'atmosphère. Donc, la production d'électricité, 17% chez les pays plus riches, c'est nettement plus important pour les pays plus pauvres. Et pour ce qui est d'autres énergies, oui, j'ai oublié l'industrie autour de 20%. Donc ça, c'est un peu les facteurs sur lesquels il va falloir travailler. Alors, dans ce que propose le GIEC, il y a 2 types de facteurs sur lesquels on peut travailler. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les atténuations. En anglais, c'est mitigation. C'est qu'est-ce qui pourrait atténuer l'émission de gaz carbonique. Alors, le problème, c'est que tout de suite, on arrive à des questions qui ne sont pas faciles à résoudre. D'une part, parce qu'en fait, il y a un manque de connaissances, et d'autre part aussi, il y a un manque de moyens pour les résoudre. Parce que, par exemple, le premier problème, c'est, on dit, et quand vous regardez, par exemple, le plan, je réévoquerai ça tout à l'heure, énergie-climat qui est en train de sortir pour la Bretagne, il y a toute une grosse partie du plan qui est basée sur le fait qu'on va remplacer les énergies de type pétrolière par des énergies renouvelables. C'est bien gentil, mais si les énergies pétrolières sont tellement moins chères que les énergies renouvelables, personne ne va y aller. Donc, seule solution, c'est rendre les énergies pétrolières très chères. Essayer d'augmenter de 10 ou 20 ou 30% la taxe sur le gasoil en Bretagne, vous verrez tout de suite la réponse. Parce que il va y avoir des crises énormes. Les gens ne sont pas prêts à faire ce type d'efforts. Notre société, en fait, n'est pas prête à faire les efforts nécessaires qui sont demandés. Donc, il va falloir trouver d'autres choses. Mais ce n'est pas en taxant qu'on peut libérer l'argent, effectivement, pour développer les énergies renouvelables, mais à côté de ça, développer des hydroliennes, des choses comme ça. Soit on prend le matériel japonais ou chinois, et puis on s'en fait pas et on importe, mais là aussi, il faut de l'argent. Soit on essaye de développer, mais ça coûte très cher. Donc, la première chose, abaisser le prix des énergies renouvelables par rapport aux énergies carbonées, c'est un beau vœu pieux, mais ça va être très difficile à mettre en route. Bon, on va essayer, on va mettre un certain nombre d'éoliennes. Mais actuellement, les éoliennes reviennent plus chères comme énergie, beaucoup plus chères que les énergies pétrolières. D'une part, parce que les énergies pétrolières, à cause en particulier de ce fameux gaz de schiste qui est développé dans un certain nombre de pays, les énergies pétrolières,
pour les 10 ou 15 prochaines années, parce que en gros, ces réservoirs-là vont être épuisés. Hein. Le gaz, ça va aller très vite, mais gaz de schiste. Mais pendant 10 ou 20 ans, ça fait une énergie qui est très peu chère. En face, développer les éoliennes, ça coûte très cher. Les parcs d'éoliens qui vont être développés en Bretagne, c'est une grosse ambition, et ça va coûter très cher en plus parce qu'ils produisent l'électricité quand il n'y a pas trop de vent, mais comme il y en a quand même un petit peu. Donc après, ça coûte cher à installer. Après, ça va coûter cher à détruire quand ils seront usés, parce que chaque fois, c'est plein de béton qu'on met en profondeur et autres. Est-ce qu'on le gardera ou pas? Je ne sais pas. Donc, quand on le met sur les territoires aussi, c'est pareil. Il faut évacuer les supports des éoliennes et il y a tas de problèmes derrière. Maintenant, on vient de s'apercevoir, par exemple, que les radars, les militaires et les marins sont furieux contre les éoliennes parce que les éco-radars pour s'orienter sont complètement détériorés à cause des éoliennes. Donc, on a comme ça derrière des tas de problèmes sur lesquels on ne s'attendait absolument pas avant et qu'il faudra résoudre. Donc cette première question est vraiment pas facile à résoudre. Autre solution, alors là c'est une solution qui vraisemblablement sera beaucoup plus facile à mettre en route, c'est la solution dont tout le monde parle, qui est sur la mode, c'est de dire on va installer maintenant toutes les usines qui produisent de l'énergie, qui produisent beaucoup de gaz carbonique, à un endroit où ils peuvent injecter le gaz carbonique dans le sol avec des réservoirs en profondeur. Donc l'idée, c'est chercher des endroits un peu où il y avait du pétrole avant, avec des couvercles en argile, et on injecte le gaz carbonique dessous. D'accord, il ne faut pas que ça soit près de failles, parce que sinon elles vont se mettre à trembler, on aura un tremblement de terre au-dessus. Donc ce qui se passe maintenant avec justement l'extraction des gaz de schiste. Mais il y a des tas d'endroits où il n'y a pas de failles, type le bassin parisien ou autre, où on peut envisager effectivement d'injecter du gaz carbonique en profondeur. Mais ça veut dire de ne plus faire les centrales que là, en Bretagne, où il n'y a pas de ce type de bassin, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire de centrales thermiques typiques. Les belles éoliennes qu'on construit, mais quand il n'y a pas de vent, si on veut vraiment... On s'habitue à cette énergie. Quand il n'y a pas de vent ou trop de vent, il faut des centrales à gaz pour pouvoir équilibrer le système. Les centrales à gaz, ça fait plein de gaz carbonique. Or, en Bretagne, on ne va pas faire des trous pour mettre le gaz carbonique en profondeur. C'est du granit partout, il n'y a pas de réservoir. Donc, c'est un problème qui sera résolvable dans certaines régions, mais pas dans d'autres. À côté de ça, ça va faire ça de plus en plus. Là maintenant, toutes les grosses compagnies se préparent à faire ça. Les géologues adorent parce que ça va redévelopper la géologie en profondeur. Ça va placer plein d'étudiants. Comme les gens, il y a le problème des étudiants parce que les gens ouvraient moins de mines. Du coup, on va pouvoir les utiliser. Donc la solution rend plus cher les énergies fossiles, j'ai évoqué ça, mais ça pose des tas de problèmes parce que les gens, il faut qu'ils finissent leur bilan à la fin de l'année. On suppose que chaque année on augmente de 1% ou 2% ou 3% les taxes, toutes les entreprises de transport ou autres auront du mal à s'en sortir. Bon, j'ai parlé, ça produit beaucoup de gaz carbonique quand on fait du béton. Alors ça tombe bien, là en Bretagne, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver du matériel pour faire du béton parce qu'il faut du carbonate et il n'y a pas beaucoup de carbonate en Bretagne. Donc ça coûte de plus en plus cher de faire du béton en Bretagne. Donc peut-être qu'on pourrait profiter. Il y a quand même encore un certain nombre de forêts. On pourrait peut-être en planter d'autres, mais construire beaucoup plus au bois à la place du béton, là c'est une économie qui est gérable et sur lequel les gens peuvent travailler. Favoriser fortement les transports groupés et courts, ça, on retombe sur le problème des bonnets rouges. La Bretagne, elle a du mal à faire les transports courts si elle veut se rallier à un certain nombre de bassins de production et de choses comme ça. Mais ça veut dire aussi, peut-être, quand même, renforcer un peu le commerce de proximité, renforcer un peu la production de proximité et de valoriser un peu la proximité. On peut travailler un petit peu là-dessus. On ne va pas arriver à changer du tout, même pas au niveau de 50%. Les objectifs là, actuels, c'est 40% d'ici 2030. Je ne vois pas comment tous ces facteurs-là, on peut changer les poids actuels de 40% d'ici 20 ans. Et puis développer les forêts, leurs usages. Donc le forêt, ça pompe du gaz carbonique et si on recycle, c'est tout gagné. Alors, donc là, c'était pour les atténuations. Maintenant, il y a des adaptations. De toute façon, le climat va changer. Il faut prendre ça en compte. Et les adaptations, si on les fait doucement,
ben, ça ne coûtera pas trop cher, on peut étaler ça sur les années. Si on attend qu'il y ait des catastrophes pour réagir, vous avez vu le résultat de la tempête Xynthia, on a laissé construire dans une zone 1 mètre sous le niveau de la mer, on s'est dit, oh, ben, c'est pas grave, il y a des jetées qui tiennent. Ce qu'il y a, c'est que personne n'a vérifié que les jetées, elles tiendraient avec une grosse tempête, elles n'ont pas tenu. Résultat, bon, il y a eu quand même 50 morts au total, hein, 29 à la Faute-sur-Mer, mais après, ça coûtait très cher pour rembourser les dégâts. Et ça coûte toujours beaucoup plus cher quand on essaye de résoudre un problème une fois qu'il s'est passé quelque chose, plutôt qu'un petit peu en avance. Penser un petit peu en avance, c'est quand même une chose que les humains devraient être capables de faire s'ils ont un peu plus la culture de le faire. Donc, les adaptations, c'est quelque chose qu'on peut faire sans que ça coûte cher, progressivement. Typiquement, sélectionner des plantes moins consommatrices d'eau pour l'agriculture. Arrêter de faire du maïs si on a besoin de pomper de l'eau pour le faire. Il y a des plantes qui consomment moins d'eau, y compris dire des maïs, hein, parce que maintenant en Amérique, on s'est aperçu que en revenant aux variétés ancestrales de maïs, il y a des tas de maïs qui poussaient dans des régions très sèches. Mais simplement, les sélectionneurs ont choisi les maïs qui produisent le plus vite possible, donc avec le plus d'eau possible. On pourrait faire du maïs, en particulier du maïs fourragé, avec beaucoup moins d'eau. Nouvelles architectures adaptées au changement climatique, ça c'est facile, hein, profiter de plus d'énergie solaire, isoler mieux, c'est quelque chose là qui est directement faisable, progressif. On ne va pas changer les maisons actuelles, mais par contre au moins celles qu'on construit maintenant, on pourrait faire un peu plus attention, on pourrait arrêter d'être prisonnier du style néo-breton qui est totalement, je dirais, qui correspond à rien de ce qu'on peut faire si on veut économiser un peu d'énergie. Bon, il y a le problème du recul face à la montée du niveau de la mer. C'est évident qu'il faut arrêter de construire dans les zones qui sont à 1 mètre ou 2 mètres du niveau des plus hautes mers actuelles. Il faut vraiment viser plus haut. Donc, il y a toute une série d'adaptations qui sont avec la forte augmentation du prix de l'énergie. Le problème, c'est que moi, je suis sceptique. Je ne sais pas si on aura cette forte augmentation du prix de l'énergie, parce qu'elle pose tellement de problèmes sur la société actuelle, ça sera très, très progressif. On ne va pas pouvoir augmenter très fortement le prix de l'énergie à court terme. Mais elle est déjà très chère. C'est vrai que il y a un certain nombre de choses déjà qu'on pourrait déjà engager. Mais il y a pas mal de choses qui coûteront quand même. En particulier, par exemple, on peut parler de développement et transport en commun. En particulier, remplacer le transport par camion par un transport par train. C'est quelque chose qui sera pas du tout facile à organiser à l'échelle locale. Et si on veut bien l'organiser, ça coûtera très cher, parce que c'est évident qu'il faudra subventionner les compagnies de transport actuelles pour pouvoir gérer ces problèmes-là. Dans les conditions actuelles, c'est pas gérable. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses ici qui posent des gros problèmes de choix de société et sur lesquels les réponses ne sont pas du tout évidentes. Donc, gérer la moindre consommation d'énergie par une meilleure isolation des maisons, on le voit. Actuellement, c'est un surcoût, en gros 10-20%. Ça va être de plus en plus subventionné. C'est une chose pour laquelle la région veut s'investir. Toutes les régions veulent s'investir. Vous savez que c'est une des solutions à mode. Mais mieux isoler une maison, c'est moins bien que faire une architecture qui est adaptée. Parce que si les fenêtres ne sont pas au sud, mais avec une grande casquette, elles protègent de la chaleur en été. En hiver, par contre, elles amènent la chaleur à la maison. Une architecture comme ça, si on ne l'a pas au départ, de toute façon, il faut amener l'énergie et il faut la garder après. Donc, développement de transport en commun, j'ai évoqué. Limitation des transports lointains, là aussi, c'est un changement vraiment dans la façon dont on gère notre société. Et c'est pas du tout, ça va pas être facile de faire ça. On peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, la meilleure intégration avec le fonctionnement des écosystèmes naturels, c'est évident que les écosystèmes naturels, eux, sont habitués à travailler avec maximum de rendement au point de vue énergétique, et on sait mal encore utiliser les bons rendements naturels. Et puis, donc, développement des circuits courts entre production et consommation, j'ai évoqué. Donc, vous voyez, c'est un petit peu les choses sur lesquelles on peut aller. Qu'est-ce qui est fait? Là, je vais terminer un peu là-dessus. Donc, actuellement, le diagnostic du gel, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles sans trop affecter l'économie. Mais l'économie, toujours pareil, c'est l'économie des pays riches, des pays pauvres, des régions centralisées, des régions décentralisées. Le problème n'est pas du tout clair. Donc, il y a eu la conférence climat Copenhague d'après Kyoto, en fait, qui a dit l'échec de Kyoto. Kyoto, c'était l'idée, ceux qui consomment beaucoup de gaz carboné vont payer une taxe
et l'argent va aller pour l'utilisation. C'est donner un prix, ce qu'on appelait à la pollution carbone. En fait, ça s'est cassé la figure. On n'a pas réussi à gérer un cours de bourse là-dessus. Et ça a complètement cassé la figure. C'était le gros essai des années 2010 qui n'a pas marché. Donc là, les États-Unis, Obama aux États-Unis fait un gros effort pour essayer d'engager au maximum les États-Unis, qui n'avaient absolument fait aucun effort avec la présidence précédente pour l'engager un petit peu là-dedans. Les États-Unis, donc c'est le deuxième producteur de gaz carbonique, et il sait que si les républicains gagnent, en gros, il y aura un retour en arrière. Donc il essaie de pousser la machine au maximum, mais c'est pas du tout sûr qu'elle reste. Donc en France, on a eu une loi sur l'énergie de 2005 qui était très ambitieuse sur 2050, mais on n'a rien commencé. Plus exactement, la chose qu'on avait commencé, c'était l'écotaxe. Vous avez vu le résultat. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc où on en est actuellement, on n'en est pas beaucoup plus loin que ça. On en est l'accord USA-Chine, qui est un accord sur le papier pour l'instant. Donc de réduction des émissions de gaz carbonique de 26 à 30% pour les États-Unis d'ici 2025 par rapport à 2005. Bon, c'est pas mal, parce qu'avant, il n'y avait pas d'accord du tout. Mais quand on disait tout à l'heure 40%, donc on est en dessous. Or, c'est le deuxième producteur mondial. La Chine, c'est pas réduire, c'est dire en 2030, on arrêtera de progresser. Bon, c'est pas mal. Parce que si vous regardez ce qui se passe depuis 1980, ça c'est en milliards de tonnes de métriques de CO2. L'évolution de 1980 à 2010, 2014, et puis pour plus tard jusqu'à 2025. Donc les États-Unis, en fait, depuis 2005, font un effort d'économie d'énergie. Et ça, on ne le sait pas, mais en fait, il y a un effort. Les gens isolent de mieux en mieux. Ils construisent en bois, ce qui est avantage, ces architectures qui peuvent s'adapter très facilement. Donc, ils tiennent mieux compte de l'énergie solaire. Ils isolent mieux leur maison. Donc, aux États-Unis, effectivement, la consommation diminue. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on va garder cette pente jusqu'à 2020-2025. La Chine, depuis 2000, donc l'économie a démarré, augmentation dramatique. Et sont devenus le premier émetteur. Donc, ce à quoi ils s'engagent, c'est pas continuer comme ça toujours, mais d'ici 2015, commencer à baisser. C'est-à-dire que maintenant, ils vont commencer à baisser de façon à arriver à un palier vers 2025-2030. Connaissant la Chine, je suis allé plusieurs fois, ils ouvrent en ce moment une centrale à charbon tous les 10 jours. S'ils tiennent, c'est un petit peu un des avantages d'une bureaucratie du type chinois, c'est quand ils prennent des décisions, il y a un peu plus de chances que la décision se tienne qu'ailleurs. On peut se dire, finalement, ils vont dans le bon sens quand même. Il y a du boulot, mais ils vont dans le bon sens. En Europe, alors là, on a parlé pas mal dans les journaux récemment. Donc, il y a eu un accord en Europe qui n'était pas facile à prendre parce qu'il y a des pays comme l'Angleterre qui dépendent très fortement, leur profit dépend du pétrole des mers du Nord et autres, et ils ne veulent pas du tout perdre cette source de profit. Et puis, il y a la Pologne pour laquelle son économie vise sur l'utilisation du charbon, et ça ne leur plaît pas du tout d'arrêter cette source. Donc, les accords n'ont pas été faciles à négocier, mais il y a eu un accord formel avec cette diminution de 40% d'ici 2030 par rapport à 90. Donc tous les pays ont signé cet accord. Il y a une deuxième partie de l'accord qui est la part des énergies renouvelables qui devrait être portée à 27% du mix énergétique. Et une troisième partie, 27% d'économies d'énergie devront être réalisées. Donc au total, gaz à effet de serre. Donc la première, ça prend en compte aussi, par exemple, le gaz carbonique qu'on va mettre en profondeur. Les usines pourront continuer à faire du gaz carbonique du moment qu'elles le mettent en profondeur et qu'elles ne le mettent pas dans l'atmosphère. Le troisième, par contre, c'est 27% d'économie d'énergie. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seul le premier objectif a été vraiment accepté par les différents pays de l'Union européenne. Les deux autres sont simplement indicatifs. Et d'autre part, le Parlement européen devra approuver. Et troisièmement, les Polonais et les autres pays moins riches d'Europe ont obtenu l'assurance de recevoir d'importantes compensations financières. C'est-à-dire que les pays non
pays de l'Est vont subventionner la Pologne pour qu'elle utilise moins de charbon. Donc voilà où on en est au point de vue avancement, disons, des plans climat. Alors au niveau local, il y a un wiki climat qui a été créé, dont je donne l'adresse, qui donne un peu pour toute la France les efforts qui sont faits, où en sont les efforts au niveau français. Or, moi, j'étais très déçu quand j'ai vu ce wiki climat, parce que déjà, il n'a pas l'air tellement à jour. Il a été créé par Nathalie Kosciusko-Morizet il y a 4 ans, là, mais il n'est pas tellement un jour, mais quand même, j'ai regardé Bretagne. En Bretagne, il y a une seule chose qui est dite. On parle d'une réunion avec le Conseil économique et social de la ville de Rennes, et on parle d'un schéma régional climat, air et énergie, qui est la seule chose un peu concrète que je vous conseille de lire quand même. Ce schéma régional climat, air et énergie, donc, qui est ce rapport-là, qui est un rapport qui fait 250 pages, qui est intéressant. Il est bien écrit et il reprend un peu tout le problème. Mais il pose le problème de base qui est, donc il s'appelle « Climat, réussir le changement ». Non, celui-là, c'est sur Rhône-Alpes, excusez-moi, j'ai pas repris l'autre. Par contre, il pose, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il pose un certain nombre d'hypothèses sur ce qu'on peut faire, avec des décisions drastiques, des décisions moins drastiques, mais à l'étape actuelle, les décisions, elles ne sont pas prises. Donc maintenant, tout va dépendre, qu'est-ce qui va être décidé. Alors ce plan, en fait, ça n'atteindra pas notre vie de tous les jours, c'est simplement les gens qui veulent investir. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que la Bretagne favorisera les priorités d'investissement autour qui iront dans le sens du plan climat-énergie. Donc c'est plus au niveau des subventions. Alors il y a un autre plan qui va un peu plus loin, moi j'ai assez aimé, c'est celui de la région Rhône-Alpes, qui s'appelle Climat, réussir le changement, qu'on trouve aussi sur Internet. Bon, là, ça vous donne, je n'ai pas eu tout regardé en détail, il faut que vous le fassiez. Ça vous donne un petit peu les potentiels d'économie dans les différents domaines. Mais pour moi, c'est un petit peu ce qu'on appelle du wishful thinking, c'est-à-dire qu'on liste un petit peu vaguement, suivant les hypothèses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais il n'y a pas du tout d'action réelle. Là, c'est simplement au titre informatif pour montrer qu'actuellement, les consommations d'énergie par secteur et l'intensité énergétique en 2005 en Bretagne. Vous voyez, l'intensité énergétique, c'est les par région. Quand c'est blanc, les régions claires, c'est qu'elles dépensent moins de 25 MWh par habitant. Quand c'est jaune sombre, c'est qu'elle dépense plus de 30 MWh par habitant. Et qu'est-ce que vous voyez quand même? C'est que, en gros, la Bretagne, bord de côte, c'est-à-dire plus riche et plus chaude, elle consomme moins d'énergie que la Bretagne de l'intérieur, plus pauvre et plus froide, et c'est totalement logique. Il n'y a pas de surprise. Par contre, ce qui est important, c'est que quand vous regardez ces camemberts, vous apercevez le vert, c'est l'agriculture, le mauve, c'est l'industrie, le gris, c'est le transport, et le brun sombre, c'est résidentiel tertiaire. Vous apercevez que pratiquement partout, c'est résidentiel qui consomme la moitié de l'énergie. Donc, il n'y a pas de doute qu'en Bretagne, si on peut faire localement un effort, c'est au niveau du résidentiel. La façon dont on construit, la façon dont on s'isole, la façon dont on se chauffe, c'est la première source d'économie d'énergie en Bretagne. Mais sinon, la deuxième, c'est les transports. Le transport, c'est au moins un quart. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Donc il n'y a pas de doute aussi que les Bretons, s'ils réorganisaient un petit peu leurs moyens de se déplacer pour faire des économies d'énergie, tant au niveau industriel, économique qu'au niveau personnel, il y a un potentiel de ressources. Voilà. Bon, je vous remercie. Là, donc, ça fait 1 heure que je parle. Je crois qu'on peut avoir un tout petit peu de temps pour les discussions.